RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et s'il y a des questions au sujet de la viticulture, nous avons un invité qui peut nous répondre avec beaucoup de compétences à ces questions. Bonjour Bertrand. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hubert. Alors Bertrand Trépeau, il est lui-même vigneron, il est responsable d'un marché viticole marketing chez C2R, il est président d'une association de valorisation des coteaux du Vitria, enfin bref, c'est l'homme de la situation. Alors, Bertrand, peut-être une colle, peut-être, j'espère que non, je pense même que ça ne sera pas une colle. Récemment, j'ai lu un article dans la presse spécialisée, une très bonne presse spécialisée, qui titrait « Vers la fin de la premiumisation du vin ». Alors je répète, la premiumisation du vin. Alors j'ai du mal à le prononcer parce que c'est un mot qui m'était totalement inconnu. Alors, à un moment où on s'interroge sur les chutes des ventes des vins, et notamment du champagne, Bertrand, qu'est-ce que ça veut dire, ce titre ? Alors la premiumisation, ça vient du fait que dans une gamme de tout produit, vous allez avoir un entrée de gamme, vous allez avoir un haut de gamme ou un produit luxueux, et puis juste en dessous du haut de gamme, vous avez le produit premium. C'est celui qui se démarque du produit générique de l'entrée de gamme parce qu'il a des caractéristiques qu'on peut percevoir comme meilleures. Alors contrairement à l'étymologie, c'est pas le premier. C'est pas le premier. C'est pas le top. Non. C'est le deuxième, c'est le second. C'est plutôt le deuxième. Dans la gamme. Oui. Donc ça veut dire quand même que c'est dans une démarche marketing, c'est une logique qui consiste à positionner dans une gamme un produit par le prix. Par le prix et par sa qualité perçue, puisqu'il faut bien justifier le prix, qu'on soit bien d'accord. Le consommateur, il n'est pas prêt à mettre n'importe quel prix pour n'importe quoi. Donc on doit avoir une qualité perçue supplémentaire. Et ça n'est pas le produit d'exception. Non, on parlera dans ce cas-là d'hyper premium ou de super premium pour le produit vraiment d'exception. D'accord. Donc, ça concerne le champagne ? Ça concerne le vin en général. Ça part d'un constat très, très simple. C'est que la consommation de vin, elle se rétracte. Il y a de moins en moins de gens qui vont boire du vin. Et les premiers à arrêter de boire le vin, c'est des personnes qui, soit n'ont plus les moyens de consacrer de l'argent sur ce produit-là, ou qui n'ont pas un intérêt, une qualité perçue du vin suffisante pour continuer à le consommer. Donc, on a tendance à produire moins de vin d'entrée de gamme et plus de vin premium ou hyper premium. Grosso modo, ça répond à une phrase que vous avez sûrement déjà entendue ou lue dans vos nombreuses lectures en disant que les Français, comme les Européens, comme les consommateurs de vin dans le monde entier, buvaient moins mais buvaient mieux. Ça veut dire quoi ? C'est je réduis ma quantité mais je vais boire une meilleure qualité perçue. Alors, le premium existe dans la gamme des produits champenois. C'est le fait plutôt du négoce ou le fait de l'ensemble des opérateurs ? Alors, je vais déjà dézoomer une seconde. C'est que le champagne en tant que tel est un produit premium par rapport aux autres effervescents. Par nature. C'est plus premium qu'un Prosecco, qu'un Cava ou qu'un Crémant. Donc ça veut dire que là, on essaie de le positionner au travers de tous les autres vins. Par rapport à tous les vins. Et dans ce segment premium qu'est le champagne, il y a déjà une gamme avec un entrée de gamme champagne, celui qu'on va pouvoir trouver aux alentours de 15 € en hypermarché, en grande surface, pour finir par ces cuvées assez iconiques, les Dom Pérignon, les Cristal, qui sont à plus de 150 € la bouteille. Là, on est dans de l'hyper premium. Donc vous voyez, en fait, c'est un peu comme un fractal, c'est des poupées russes, si je puis le dire autrement. Il y a déjà un segment premium qu'est le champagne, et dans cette famille champagne, il y a encore un segment premium. Alors, quand on parle de vers la fin du premium, là, on dit ça pour faire peur ou c'est quelque chose qu'on perçoit aujourd'hui sur les marchés? C'est quelque chose qu'on perçoit parce que depuis des années, les opérateurs de vin disaient je vais me recentrer, si vous prenez Pernod Ricard, LVMH, Constellation Brands aux États-Unis, qui sont vraiment des géants de l'alcool et du vin, je vais arrêter de faire de la course au volume et je vais me rapatrier sur les produits que je peux vendre plus cher parce que ma marge est meilleure, parce qu'ils sont premium. Donc je premiumise mon offre.
Et c'était un peu la solution miracle. On n'arrêtait pas de parler de ça. On voit que ça coince un peu, surtout en 2024, parce que la pression sur le pouvoir d'achat, l'inflation, les arbitrages maintenant des personnes dans la dépense de leur quotidien. Vous voyez que la part qui est dédiée aux abonnements, que ce soit numérique, pour l'abonnement à la musique, à la télé, au téléphone, à la DSL, etc., augmente dans tous les budgets. La part qui va dans l'alimentation baisse. Les Occidentaux mettent de moins en moins de part de budget dans ce qu'ils mangent. Moi, à titre de viticulteur et travaillant pour... En 40 ans, on a perdu une part importante, incroyable. Et c'est le logement qui a pris la place de l'alimentation. Voilà. Et tout ça fait peser une pression qui fait que c'est bien gentil de premiumiser, mais à un moment, le produit devient hors marché parce que dans l'arbitrage, il est devenu trop cher. Alors, est-ce que ça veut dire que les consommateurs renonceraient à cette idée du meilleur ou de la qualité que le premium normalement suppose? C'est pour ça que je vous proposais de dézoomer juste avant. C'est qu'on est en train d'assister très concrètement en France, par exemple, à des consommateurs de champagne plutôt entrée de gamme qui quittent le champagne pour prendre un crément qui est premium. C'est-à-dire lui, qui a une belle bouteille, une belle étiquette, qui a gagné une médaille, qui présente bien, etc. La qualité des créments, eux aussi, donnent leur meilleur année après année pour l'augmenter. Et ils vont se dire, entre un crément premium et un champagne entrée de gamme, finalement, je vais prendre le crément premium. Donc ça reste un marqueur de qualité. Ça reste un marqueur, effectivement. Un marqueur de qualité, mais dans une échelle de prix différente. Exactement. Et il y a des substitutions qui s'opèrent. Donc là, clairement, cette premiumisation, elle peut représenter un risque. Et clairement, en fait, le champagne... Moi, je suis né dans les années 80. Le début du miracle champenois et de la création de valeur comme cette région n'en avait jamais connu sont les années 70 à 90, quand on va dire qu'on démocratise le champagne. C'est-à-dire que là où il était réservé à une petite élite richissime, etc., on va le mettre dans les rayons de supermarché, on va le mettre dans tous les magasins de vin, on va le rendre très visible. Et ça a bien marché, puisqu'on a doublé la surface du vignoble champenois sur cette période-là, et non seulement on a doublé la surface en production, mais les rendements se sont considérablement améliorés. Et tout le monde a été gagnant de cette histoire, puisque on a rendu le champagne plus populaire, et ça nous a pas empêché de faire de l'hyper premium de champagne, toujours très bien valorisé avec des bouteilles iconiques. Mais ce qu'il ne faudrait pas dans cette course à la premiumisation, je vais vous introduire un autre mot qui commence à faire son apparition, c'est de vous voyez, c'est dur. Réaristocratiser le champagne. On l'a démocratisé. Il faudrait pas qu'en augmentant les prix année après année, on le rende à nouveau aristocratique pour finir sur un marché extrêmement étroit, un tout petit marché. Et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de tous ces hectares, plus besoin de tous ces opérateurs et plus besoin de toutes ces caves. C'est un vrai enjeu de toujours être dans son marché. Maintenant, une filière comme la Champagne n'a pas le choix quand même de revenir à des prix moins élevés. Pourquoi ? Parce qu'on a tout un processus depuis la plantation, le prix du terrain, le prix des terrains, le prix d'une plantation, le prix d'un process de production du raisin, les contraintes qui sont liées à la production du raisin avec aujourd'hui un objectif de zéro chimique, etc., etc. Ce qui fait qu'on a un peu le sentiment d'être piégé, non ? On a le sentiment que de toute façon nos prix de revient augmentent, c'est sûr, qu'il va falloir faire face à ces prix de revient. Pour autant, la Champagne, elle a encore plein d'outils dans son sac. On a parlé ensemble dans de précédentes émissions de vignes semi-larges qui permettent d'avoir des coûts de production plus faibles, de cépages résistants. Alors, ils sont pas encore tout à fait prêts, mais quand ils arriveront, ça permettra d'assurer des rendements, donc d'assurer un certain potentiel et de baisser les coûts de production tout autant. Voilà, il y a des choses qui sont dans la valise, il faut les utiliser. Parce que le message que passe l'interprofession en ce moment, c'est d'être vigilant sur les prix pour rester dans le marché. N'essayons pas de trop premiumiser parce qu'on risque de perdre trop de consommateurs et là de le payer durablement. Oui, alors, en gros, ça veut dire on fait un effort sur les prix de revient. C'est-à-dire le distributeur final, il n'a pas le choix, il a un prix d'approche ou d'acquisition du produit qui est relativement élevé. Tout ce qu'il peut faire, c'est réduire sa marge. Dans toutes les étapes de production, est-ce que on va imaginer que le foncier baisse ?
Est-ce qu'on va imaginer que les gains de productivité réalisés à la vigne ou les nouvelles méthodes de production peuvent effectivement nous permettre de faire baisser les prix de revient? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée, c'est que tout le monde réduise un peu sa part de marge? C'est une piste, mais c'est déjà c'est la plus difficile. La dernière que les opérateurs veulent suivre. Et quand vous êtes en compétition avec des tas d'autres produits, au moment d'être vendu par un restaurateur, par un caviste, par un importateur, il faut absolument, pour que cet importateur, ce caviste ou ce restaurateur vous vende plutôt qu'un autre, que vous lui proposiez une marge plus importante. Donc, si on veut s'assurer durablement, longtemps des volumes, il va falloir qu'on travaille la marge qu'on laisse à nos distributeurs. Le Prosecco l'a bien compris, une grosse partie de son succès, c'est qu'il permet des marges aux personnes qui le revendent très intéressantes. Mais s'il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de candidats à la marge. C'est sûr. Est-ce que la réduction du nombre d'intermédiaires, c'est quelque chose qui peut être imaginé? C'est une piste. Est-ce qu'on arrivera à revoir toute la distribution du champagne et du vin? Certainement pas, mais clairement, on a vu qu'avec Internet, il y a plus de ventes directes, il y a des facilités. Le no-tourisme est aussi une façon de vendre en direct. Donc, cette question du nombre d'intermédiaires et de la marge qu'on leur concède, elle est essentielle. Donc, le développement de la vente directe, et d'ailleurs, on le voit très clairement, et je pense que chez C2R, vous devez le voir, que nous avons des récoltants manipulants qui, aujourd'hui, sont à peine touchés par la baisse des ventes. Exactement. Parce qu'ils ont une relation directe avec une clientèle, et ils ont été raisonnables sur les augmentations de prix, et ils ont au final un produit de qualité qui satisfait le consommateur, qui reste fidèle. Et le fait de voir le consommateur en personne, de le faire venir chez soi, etc., la qualité de la relation et donc sa durabilité est bien meilleure que quand on a simplement été sélectionné en quelques secondes dans le rayon d'un caviste. Donc là, on a un vrai facteur de résistance au travers de ce type de commercialisation qu'on connaît quand même assez bien en Champagne, mais enfin qui nécessite quand même un gros investissement personnel. C'est surtout que c'est un autre métier. Ce que je dis toujours aux adhérents de C2R, le métier de vigneron, pour ça, est très exigeant. Il y a le producteur qui fait du raisin, il y a le vinificateur qui fait du vin, il y a le commercial qui le vend, et puis maintenant, il y a celui qui fait du réceptif, c'est le terme qu'on va utiliser de manière assez générique, de l'hospitalité. C'est encore un autre métier. Faut pas avoir peur demain d'embaucher quelqu'un pour faire ce métier-là et le faire très bien. Donc merci Bertrand de nous avoir développé et fait comprendre ce mot de premiumisation que maintenant tous nos auditeurs connaissent. Merci à vous et à très bientôt sur RCF. Merci.